Et donc, ce dont je vais parler ce matin, c'est des approches hybrides et essayer de montrer, surtout sur des exemples, en fait, en quoi ça peut aider à l'explicabilité de combiner plusieurs approches. Et comme pour les exemples, j'ai choisi un peu mon domaine de prédilection, qui est le raisonnement spatial et l'interprétation d'images. Alors, attends, je ne suis pas dessus. Voilà, c'est ça. Donc, ce qu'on va entendre par IA hybride ici, c'est tout ce qui consiste à combiner plusieurs types d'approches. Alors, ça ne va pas seulement être statistique et symbolique, mais ça peut être aussi différentes approches, par exemple de logique plus des approches structurelles, de logique des ensembles flous, etc. Donc, vraiment différents domaines de l'image. Et on va essayer de voir ce que chacun peut apporter, à la fois pour la représentation des connaissances et pour le raisonnement. Et un des intérêts qu'on peut voir dans la combinaison de ces approches pour l'interprétabilité, c'est qu'en fait, la combinaison de ces différentes approches va permettre de maintenir en fait un lien entre des modèles de connaissances et des données. Et donc ça va être un petit peu au cœur des méthodes d'explicabilité qu'on va pouvoir avoir. Voilà. Donc, comme j'ai dit, les exemples en raisonnement spatial. Alors, je vais commencer un peu par rappeler ce que c'est que l'interprétation d'image, juste pour fixer un petit peu les idées. Et en fait, il n'y a pas une seule définition, mais il y a plein de définitions de ce domaine. Et on peut voir ça comme simplement la reconnaissance d'un objet dans les images. Donc là, on a un exemple d'image IRM du cerveau. Et on peut dire, on va chercher, par exemple, une structure particulière. Donc, par exemple, les ventricules latéraux, qui sont la structure noire ici, qui est au milieu du cerveau. Voilà. Alors, c'est un petit peu difficile de parler vraiment d'interprétation dans ce cas-là, parce qu'on s'intéresse juste à un objet. Après, quand on commence à s'intéresser à plusieurs objets, là, ça devient un petit peu plus compliqué, surtout si on veut en tirer quelque chose sur l'interprétation globale de la scène. Donc, par exemple, est-ce qu'à partir de la reconnaissance ici des différentes structures anatomiques, de la détection et de la reconnaissance d'une zone ici qui est pathologique, on va être capable de dire, là, on a une image d'un cerveau acquis en imagerie par résonance magnétique, qui est pathologique, qui a tel type de pathologie, etc. Donc là, on va avoir un niveau d'interprétation plus élevé donc, sur l'ensemble de la scène. Et évidemment, ce qu'on veut, c'est avoir une sémantique, c'est-à-dire être capable de mettre un nom sur les objets, un nom sur la scène, un nom sur l'organisation des objets, etc. Et c'est quand on arrive à ça qu'on peut parler d'explication de ce qui est dans l'image. Et si on veut, par exemple, retourner une explication sous forme linguistique, donc par exemple pour un compte rendu médical, pour échanger avec des différents types d'utilisateurs, une des questions qu'on va se poser, c'est dans quel langage on fournit cette description. Et évidemment, ça va dépendre de ce qu'on cherche comme niveau d'interprétation et à qui, dans l'exemple d'une image médicale, si on s'adresse à un public assez général qui ne connaît pas forcément grand-chose à l'anatomie, à l'imagerie, etc., on va simplement dire, voilà, ça c'est un exemple d'image de cerveau pathologique. Si c'est le médecin qui s'adresse au patient, il va évidemment aller un petit peu plus loin. Il va essayer de lui dire, voilà, il y a une pathologie dans telle zone du cerveau qui est responsable de telle et telle fonction, et c'est pour ça que vous avez tel et tel type de symptômes, tel et tel type de problème. Et puis, si la description s'adresse à un staff multidisciplinaire à l'hôpital, là, on va aller encore plus loin avec tout un jargon que je ne connais pas, donc je ne vais pas vous donner l'exemple, mais qui va expliquer médicalement beaucoup plus précisément les choses. Ça sature trop, c'est ça? Alors, excuse-moi, le son semble faible, en fait, à distance. Ah. C'est pour ça que c'est les sons. D'accord, mais c'est peut-être ça qui n'est pas au bon endroit. Mais... À cause du masque? Oui, c'est ce qu'il y a. Ah, c'est le masque qui a été... Tu peux enlever, c'est ça. Ouais. Ça dépend. C'est pour vous, hein. Il fait peut-être un test, effectivement, sans masque. Bon, là, comme ça, c'est mieux. À distance, c'est mieux. Pour vous, ça change rien, oui, parce que vous n'êtes pas très loin. Apparemment, il trouve que c'est bien. C'est mieux comme ça? C'est mieux. D'accord, si ça ne vous gêne pas, donc
Il n'y a personne au premier rang, je vais essayer de pas trop crachoter. Et normalement, je suis peu malade. Alors, il faut que je reprenne la main là-dessus. Voilà. Et alors, là où on se rapproche de notre question de l'IA hybride et d'interprétation, c'est que ce qui va être important, c'est pour pouvoir interpréter des images, d'utiliser des modèles. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, qui aide vraiment beaucoup. Alors, ça peut être des modèles de plein de natures différentes. On peut avoir des modèles qui vont représenter la connaissance, par exemple la connaissance anatomique, dans l'exemple du cerveau que je montrais tout à l'heure. Des modèles qui vont décrire comment la scène qu'on observe est organisée et structurée, donc quels objets elle contient, comment sont organisés ces objets dans l'espace. On peut avoir des modèles qui décrivent le système d'acquisition et toutes ses propriétés avec les conséquences sur les images, donc en termes de géométrie, de type de signal, de bruit, etc. Et puis, voilà, il va falloir combiner évidemment tout ça avec les données donc, qui viennent des images. Tout ça est entaché dans la perfection et donc j'aurai une partie dans l'exposé pour parler de ça. Alors, quelque chose qui est absolument primordial, c'est le fossé sémantique. Donc, c'est ce qu'on appelle le fossé sémantique, c'est le manque de lien évident qu'on peut avoir entre des modèles ou des concepts et des informations qui viennent des images. Juste pour donner un petit exemple, imaginons qu'on s'intéresse à des objets rouges. Donc, on a un concept rouge, voilà. Et puis on a une image, on cherche des objets rouges. Mais qu'est-ce que ça veut dire rouge ? Évidemment, on peut dire rouge, c'est une région d'un espace de couleur. Donc, peu importe l'espace, LAD, RGB, peu importe. Donc, rouge, c'est une région de cet espace. Mais est-ce que cette région va être la même pour tous les objets ou pour toutes les images? Vraisemblablement non. Par exemple, si on s'intéresse à... personne n'a vu rouge. Un stylo rouge, par exemple, donc ça va être une certaine région de l'espace. Et si on cherche, par exemple, à reconnaître une personne qui est malade, etc., donc on va la reconnaître parce qu'elle a le visage un peu rouge, clairement, ça ne va pas être le même rouge que le rouge du stylo. Et donc, c'est ça ce qu'on appelle le fossé sémantique. Et donc, arriver à combler ce fossé sémantique, on va montrer des exemples de comment on peut le faire, ça va contribuer à la bonne interprétation et à l'explicabilité aussi. Donc ça va être vraiment un élément crucial pour l'explicabilité. Et puis, il va falloir traiter aussi des cas pathologiques qui ne sont peut-être pas représentés dans les connaissances et qui peuvent arriver dans les scènes qu'on observe. Voilà. Alors, inversement, on peut aussi utiliser les images pour construire des modèles. Donc, par exemple, pour extraire des connaissances, pour extraire des règles un peu génériques à partir de plein d'exemples, ou pour faire par exemple, dans le cadre d'imagerie médicale, des sortes de patients numériques, de jumeaux numériques du patient. Donc, on a des exemples ici de modèles 3D qui ont été construits à partir d'images médicales et qui vont servir pour, par exemple, interpréter une planification chirurgicale, par exemple, ou ce genre de choses. Donc, ça peut aller un petit peu dans les deux sens. Voilà. Alors, je reviens à cette notion d'intelligence artificielle hybride. Et donc, comme je disais au début, l'idée, c'est de mélanger différents domaines de l'intelligence artificielle pour que chacun apporte un élément dans l'interprétation et dans l'explicabilité. Donc, on peut avoir des formalismes complètement abstraits de représentation de connaissances et donc, souvent dans certaines logiques et des logiques et le raisonnement qui va être associé à cette logique. Et donc, je vous montrerai des exemples là-dessus, ou par exemple sur l'interprétation d'image, on peut voir la recherche d'une interprétation comme un raisonnement par abduction, donc voilà, directement la recherche d'une explication. En fait. On peut avoir par exemple des représentations structurelles, donc ça peut être des graphes, des traits de concept, etc. Enfin, différentes formes de représentation structurée des connaissances. Et
comme exemple dans le problème d'interprétation d'image. On va voir ça en particulier quand on a des connaissances sur les relations spatiales qu'on va avoir entre des objets, qui donnent une structure de la scène. Et du coup, c'est assez naturel de les exprimer dans un de ces formalismes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours beaucoup d'imperfections à gérer. Et là, j'ai montré comment, avec des ensembles flous, on peut à la fois les représenter, raisonner dessus, et s'en servir justement pour combler le fossé sémantique. Comme je disais, qui va permettre de relier les concepts à des informations donc extraites des images, et donc qui va être un élément clé donc, pour maintenir ce lien entre modèle et données. Et puis, on peut combiner ça avec des approches statistiques qui viennent de l'accumulation de données, etc. Et je vous montrerai des exemples où on va essayer d'introduire des connaissances dans des réseaux de neurones pour l'interprétation d'image. Voilà. Donc, tout ça, ça fait partie du domaine assez large qu'on appelle le raisonnement spatial, qui est le domaine qui va consister à représenter des connaissances sur des objets dans l'espace, sur les relations entre ces objets et raisonner dessus. Donc, dans les exemples que je vais montrer, donc ça va être pour l'interprétation d'images. Je ne sais pas pourquoi je perds tout. Voilà. Donc, je vais commencer donc par mentionner justement quelques domaines assez classiques du raisonnement spatial. Donc, d'abord, sous une forme assez symbolique. Donc, je vais reprendre quelques approches symboliques, après une petite introduction sur le raisonnement spatial. Et puis ensuite, progressivement, on va rendre ça de plus en plus hybride en rajoutant des choses. Donc, je vais montrer comment on peut associer ces méthodes de raisonnement spatial à des outils de morphologie mathématique donc, qui sont beaucoup développés en images et qui vont permettre de représenter des formes, des relations spatiales, etc. Ensuite, dans une troisième partie, on va essayer de rajouter donc, des modèles flous donc, pour représenter les imperfections et intégrer tout ça dans des modes de raisonnement donc, qui vont utiliser des approches en particulier structurelles, donc avec des graphes, des méthodes par satisfaction de contraintes, etc. Et puis, dans la dernière partie, on parlera un petit peu d'association entre des connaissances et des réseaux de neurones. Donc voilà, c'est un peu les quatre parties qu'on va détailler. Voilà. Alors, sur le raisonnement spatial, donc cette idée de représenter des connaissances sur l'espace et de raisonner dessus, c'est un domaine qui a été développé depuis longtemps en intelligence artificielle avec beaucoup de formalisme logique, pour représenter en particulier des relations topologiques, mais pas seulement. Je vous montrerai aussi des approches où on représente des directions. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a choisi le langage et la logique, on a tous les outils d'inférence qui sont associés et donc tout ce qu'il faut pour raisonner avec l'expressivité du langage qu'on a défini. Alors, sur l'interprétation d'images, ces approches-là, elles sont un peu moins développées, mais je vous montrerai quand même des exemples. Et une des raisons, c'est qu'on va avoir besoin de combiner ces approches abstraites avec des informations numériques extraites des images et traiter aussi l'imprécision qu'on va avoir dans la définition des concepts, en particulier les concepts de relations spatiales. Par exemple, quand on dit à droite, à gauche, c'est quelque chose qui est intrinsèquement imprécis. Et si on veut ramener ça dans le domaine de l'image, on a besoin de modéliser cette imprécision. Voilà. Alors, dans tous les cas, quelle que soit l'approche, on va avoir besoin de modéliser les objets et les entités spatiales et les relations entre ces entités, représenter la précision dans la sémantique en fait, de ces relations, par exemple, et on va avoir aussi besoin de fusionner des informations hétérogènes, donc qui peuvent venir de plusieurs sources, donc soit complètement abstraites, soit numériques, etc. Donc, je ne vais pas beaucoup parler de cet aspect-là ici. Et puis, finalement, introduire tout ça dans des processus de raisonnement pour arriver à une décision, donc qui va être l'interprétation de l'image, l'explication d'un phénomène, etc. Donc là, on revient à la fin à notre objectif initial. Voilà. Alors, juste, je vais pas trop détailler ça, mais c'est quand même intéressant de voir que il
il y a des sources d'inspiration qui viennent de plein de domaines différents, donc pour le raisonnement spatial, et qui ne sont pas hors intelligence artificielle. Donc, si on regarde par exemple ce qu'ont raconté les philosophes sur l'espace, il y a beaucoup de philosophes qui sont intéressés à l'espace, et ça depuis l'Antiquité. Donc, pensez par exemple à Achille et la tortue, avec le concept de subdivision infinie de l'espace. Et puis, au cours des siècles, deux visions qui s'opposent un petit peu sur l'espace et qui alternent un petit peu selon les périodes. C'est une vision où l'espace est quelque chose d'intrinsèque et d'absolu, et puis une autre vision où l'espace est quelque chose qui est relatif et qui est lié à la perception qu'on a et à la manière dont on va explorer l'espace. Donc, c'est deux visions complètement différentes de l'espace et qui vont du coup se retrouver en fait dans les modèles de l'espace qu'on va avoir. C'est des idées qui ont été beaucoup utilisées par exemple en robotique, etc. Voilà, et puis il y a tout le côté après de la relativité de l'espace, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Si on regarde du côté des linguistes, donc là aussi les linguistes se sont intéressés à la manière dont on parlait cette fois de l'espace. Et on peut voir que les termes pour parler d'espace se retrouvent un petit peu dans toutes les catégories du langage, donc que ce soit des verbes, des noms, etc. Mais pas forcément de la même manière selon les langues. Donc par exemple, on va dire dans toutes les langues romanes, etc. Donc si on parle par exemple d'un sportif qui fait des exploits en natation, on va dire il traverse la Manche à la nage, par exemple. Et donc, la notion d'espace, c'est dans le verbe traverser. Et si on essaye de traduire ça en anglais, une traduction à peu près raisonnable, avec mon anglais approximatif, serait He swims across the channel. Et donc, cette notion de traverser serait dans across, donc une catégorie lexicale différente. Alors, voilà, au-delà de ça, ce qu'apportent les linguistes aussi, c'est la notion de contexte, donc l'importance du contexte et de cette relativité en fait, de la manière de parler d'espace suivant le contexte et suivant la référence qu'on prend pour parler de l'espace. Donc, ça c'est assez évident. Par exemple, si on regarde une photo d'une personne vue de face, par exemple, et qu'on parle du bras droit, est-ce qu'on parle de son bras droit physiquement ou du bras qui est à droite sur l'image, et donc c'est son bras gauche. Donc cette notion de référence et de qui parle par rapport à quoi, elle est importante. Donc tout ça a été bien étudié par les linguistes. Alors sur la perception, il y a aussi pas mal d'études. Donc si on prend par exemple la question de la distance, donc une information spatiale importante, qu'est-ce qu'on peut dire quand on parle de distance? On peut parler de notions purement métriques, mais aussi de notions temporelles. Donc, par exemple, combien de temps on va mettre pour aller d'un endroit à un autre. Et on va percevoir un endroit comme beaucoup plus loin si on met plus de temps pour y aller, ou si ça coûte plus cher, par exemple. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Ensuite, il y a tous les travaux en sciences cognitives qui ont montré qu'il y avait vraiment deux manières différentes d'acquérir de l'information sur l'espace. Une qui est en naviguant dans l'environnement et donc en explorant progressivement l'espace, et puis l'autre qui est une sorte de vision par-dessus, où on essaie d'avoir une vision globale d'une scène. Et ça, c'est des choses qu'on va retrouver en interprétation d'images, en vision robotique, etc., dans plein de domaines. Et c'est confirmé par des expériences en neuroimagerie, où on voit que ce n'est pas tout à fait les mêmes zones du cerveau qui sont activées. Donc c'est l'information sur l'espace, ça se passe essentiellement dans le mouvement, mais il y a aussi des zones d'activation dans des zones qu'on appelle para-hippocampiques quand on s'appuie en plus sur des points de repère. Donc, voilà. Et puis on peut aussi aller chercher dans ce qu'ont fait les artistes sur l'espace et la manière de représenter l'espace qui peut être distordu en fait suivant le message que l'artiste veut faire passer. Voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est assez fascinant de voir comment on parle d'espace dans plein de domaines différents et comment ça va inspirer en fait les méthodes qu'on développe en intelligence artificielle.
Voilà, alors, donc je vous ai dit, donc, pour parler d'espace, il faut des entités spatiales et des relations entre ces entités. Et là, il y a déjà à ce niveau-là des notions hybrides qui interviennent parce qu'il y a plein de manières de représenter des entités spatiales et on peut éventuellement les combiner. Donc, on peut considérer juste des régions ou des régions floues si on veut représenter la précision, par exemple, à la frontière. Mais on peut aussi représenter un objet par juste quelques points de repère ou quelques points caractéristiques ou juste le centre de gravité ou juste une boîte englobante. Et évidemment, on n'a pas le même niveau d'information suivant les représentations. Donc, si on reprend ici toujours une image du cerveau et on s'intéresse toujours aux ventricules latéraux, donc la structure noire là au milieu, imaginons qu'on soit capable de la détecter dans l'image, on va avoir un objet qui est noir ici, donc qui est une représentation ici de cet objet. Et si on n'a pas beaucoup de précision sur les bords, on peut la représenter de manière floue. Alors, si on veut manipuler ça de manière un peu simple, donc on peut avoir envie de résumer l'information à juste le centre de gravité, quelques points caractéristiques, ici en bleu, ou la boîte englobante. Alors, on voit que quand on a une forme comme ça qui est assez complexe, donc là en plus c'est en 3D, je ne montre qu'une coupe, mais en fait c'est en 3D, le centre de gravité, il n'est pas très représentatif évidemment de la forme. La boîte englobante, dès qu'on a quelque chose où il y a des fortes concavités, ce n'est pas très représentatif non plus. Les points caractéristiques, donc par exemple ici quelques extrémités, c'est déjà un petit peu lourd. Et puis, on peut aussi avoir des représentations complètement abstraites et donc nommer simplement des entités spatiales par des symboles qu'on va utiliser dans une logique. Donc, c'est ce qu'on va voir, par exemple, avec la théorie RCC. Voilà. Alors, maintenant, sur les relations spatiales, donc les relations dans l'espace entre les entités spatiales, donc ça va être très important pour l'interprétation et l'explication de ce qu'il y a dans une image, parce que ça nous donne une information sur la structure, en fait. D'accord ? Donc, sur comment sont organisés les objets dans l'espace. Et il y a plein de domaines où on a des connaissances sur la manière dont sont organisés les objets et qu'on va avoir envie d'utiliser. Donc, par exemple, si on prend une salle de conférence, on s'attend évidemment à trouver un tableau et des chaises, mais ça peut être un peu plus que ça. On s'attend, par exemple, à avoir des séries de chaises alignées et chaque ligne de chaise parallèle à la suivante. Donc, on a ce type de relations qu'on s'attend à trouver et qui vont nous aider finalement à interpréter la scène et expliquer ce qu'on y voit. Alors, donc ça, c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps. Et ces relations, elles peuvent être de différentes natures. Hein. On peut avoir des relations simplement binaires, dire par exemple tel objet est à droite de tel autre. On peut avoir des relations qui impliquent un nombre d'objets plus important. Donc, par exemple, quand je recherche une série de chaises alignées, je ne sais pas a priori combien de chaises je vais trouver dans l'alignement. Donc, voilà, c'est une relation entre plusieurs objets. On peut avoir des relations, par exemple, ternaires. Ici, on peut dire que cette tumeur ici qu'on voit dans cette image du cerveau, elle est entre ces deux structures anatomiques. Donc, c'est une relation qui va impliquer trois objets, etc. Et donc, certaines de ces relations, elles sont relativement simples. Donc, par exemple, si on dit que deux objets sont adjacents, on sait bien ce que ça veut dire, il n'y a pas trop d'ambiguïté. Elles peuvent être parfois définies de manière imprécise. Donc, par exemple, si on dit un objet est à droite d'un autre, qu'est-ce que ça veut dire à droite d'eux? D'accord? Donc, par exemple, si je prends mes deux mains, donc, ah oui, alors du coup, de l'autre côté, en vidéo, je ne sais pas ce qui va être la droite et la gauche. Mais donc, pour vous dans la salle, vous voyez cette main-là à droite de celle-là. Donc, si je mets mes mains comme ça, vous voyez cette main à droite de celle-là. Donc là, bon, tout le monde va dire oui, ok, la relation à droite d'eux est bien satisfaite. Maintenant, si je bouge ma main, vous allez dire bah oui, la relation elle est encore satisfaite, mais peut-être avec un degré moindre. Et puis au bout d'un moment, vous allez dire bah non, la relation elle est plus satisfaite. Et donc on a envie d'avoir quelque chose de graduel pour représenter le fait qu'un objet est à droite d'un autre.
D'où l'intérêt de représentation floue, dont l'intérêt a déjà été mentionné dans les années 70, mais sans forcément que ce soit formalisé, quoi. Mais voilà, c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps, qu'on a intérêt à représenter ce type de relation de manière floue. Et puis, on peut avoir des relations qui sont très complexes. Donc, si je reprends l'exemple des chaises ou des maisons ici dans cette image, on peut chercher des objets alignés. Donc, déjà, qu'est-ce que ça veut dire aligné? D'accord? Donc, par exemple, les 4 chaises devant, je peux dire qu'elles sont alignées, même si elles ne sont pas strictement les unes à côté des autres, exactement dans la même position. Et puis, même chose, si je cherche une rangée de chaises parallèle à une autre, ou ici une rangée de maisons parallèle à une autre, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, j'ai des relations qui impliquent des nombres d'objets que je ne connais pas a priori et qui en plus sont imprécises. Et voilà, on peut avoir un peu toute cette complexité qu'il va falloir modéliser. Alors, je vais évacuer assez rapidement les représentations purement quantitatives parce que ça ne marche pas très bien. On a besoin d'objets qui sont définis de manière précise, donc ce qui n'est pas forcément facile quand on travaille sur des images. On va pouvoir calculer uniquement des relations qui sont parfaitement bien définies. Donc, on peut voir si 2 objets sont strictement adjacents, on peut calculer une distance numérique entre deux objets, etc. Mais au-delà de ça, on ne peut pas faire grand-chose. Et donc, c'est vraiment très, très limité, à la fois du point de vue de la représentation des objets et des relations, et du type de calcul qu'on peut en faire, et du type de raisonnement qu'on peut faire. Donc, c'est vraiment trop restreint, et en plus, ça ne correspond pas du tout à la manière dont on parle de l'espace, et dont on a envie de parler de l'espace. Donc, il y a même des questions qu'on ne peut pas traiter du tout, quoi. Voilà, donc on ne va pas en parler plus que ça. Et je vais détailler un peu plus quelques approches qualitatives, donc de raisonnement spatial. Donc il y en a plein. Hein, donc je vais parler un petit peu de ce qui vient du raisonnement temporel, en fait, avec les intervalles d'Allen qu'on peut étendre à l'espace, et puis montrer des exemples sur le raisonnement sur des relations cardinales, ou cette théorie RCC, donc qui raisonne sur des relations topologiques entre objets définis de manière complètement abstraite. Et dans tout ça, on peut formaliser ça dans une certaine logique et raisonner dessus, du coup, ou de manière un peu structurelle, avec une représentation sous forme de treillis des relations qu'on considère, ou géométriques. Voilà. Donc, ce qui est intéressant dans toutes ces approches, c'est le raisonnement qu'on peut faire, donc, en fonction de l'expressivité de la logique. Et donc, on peut résoudre un certain nombre de problèmes assez classiques, finalement, en logique, mais qui ont leur intérêt en raisonnement spatial, comme des problèmes de satisfiabilité, qu'est-ce qui se passe quand on combine des relations, quand on les compose, etc. Voilà. Donc tout cet appareil logique assez classique. Donc, si on regarde, donc c'est le premier exemple, donc, qui vient des intervalles d'Allen. Donc, c'est fait pour du raisonnement temporel, où on va raisonner sur des segments de temps, sur des intervalles de temps, et on va regarder quelles sont les dispositions possibles de deux intervalles de temps. Donc, on a un certain nombre de relations. Donc, par exemple, ici, on va dire que ça, donc, le temps ici est sur la droite horizontale, d'accord. Donc, le passé par là, le futur par là. Et on va dire, par exemple, que l'intervalle de temps bleu ici précède l'intervalle de temps rouge. Ici, on a une autre relation pour M pour Mitz qui dit que l'intervalle bleu se finit exactement quand l'intervalle rouge commence, etc. Donc, il y a un certain nombre comme ça de relations de base. Et puis, si on rajoute les relations inverses en échangeant les rôles du bleu et du rouge, on a finalement 13 relations de base. Et on peut raisonner dessus, soit de manière géométrique, en représentant un intervalle de temps par un point dans un espace à 2 dimensions. Donc, sur un axe, on a l'instant de départ, le début de l'intervalle, et sur l'autre axe, la fin de l'intervalle. Et donc, on peut, en regardant la disposition des points de différents intervalles, savoir, suivant la région de l'espace, quelle relation on a. Ou on peut raisonner aussi sous forme de treillis, en fait, sur ces
sur ces intervalles. Je ne vais pas le détailler parce que ça ne parle pas d'espace, voilà. Mais juste pour mentionner des extensions à l'espace, eh bien, en fait, l'idée, ça va être de raisonner avec des intervalles d'Allen sur chaque dimension de l'espace. Donc, quand on est en 2 dimensions, on va raisonner sur des rectangles. Donc, il y a toute une algèbre des rectangles qu'on peut définir. Et quand on est en 3 dimensions, sur des cubes, etc. Et donc, l'idée, c'est qu'on va représenter un objet par un rectangle, donc, par exemple, sa boîte englobante. Donc là, du point de vue de la représentation des objets, ça va être extrêmement frustre, hein. Mais c'est déjà assez compliqué en fait pour raisonner dessus. Et on va projeter en fait ces rectangles sur les deux dimensions de l'espace. Et donc, quand on a 2 objets, on va regarder quelles sont les relations entre les projections sur chacune des dimensions. D'accord ? Donc, on va avoir 13 possibilités ici, 13 possibilités ici. Donc, en 2 dimensions, ça en fait déjà 169. C'est déjà pas mal et c'est déjà bien complexe pour raisonner dessus. Donc, même si on a des entités spatiales qui sont assez grossières, le raisonnement sur les relations est vite assez complexe. Voilà. Et puis en 3D, on a 13 puissance 3 relations possibles entre des cubes ou des parallélépipèdes. Voilà. Voilà, donc ça c'est une possibilité donc, qui s'appuie sur ces intervalles d'Allen. Une autre approche possible, donc, qui est de raisonner cette fois sur des directions, donc plus sur des relations topologiques, mais sur des directions. Et donc, c'est ce qui a été fait par plusieurs auteurs, donc raisonner sur des directions qualitatives. Et donc, par exemple, on peut prendre un point de référence, qui va être notre objet de référence, et définir un certain nombre de secteurs, donc par exemple à l'est, au nord, etc., par rapport à ce point. Et ensuite, si on a un autre objet, donc par exemple ici, on peut dire l'objet est à l'est du point de référence. Et évidemment, on peut avoir plusieurs relations qui sont satisfaites. Par exemple, si l'objet empiète ici sur 2 secteurs, on va avoir 2 relations qui sont satisfaites par rapport à l'objet de référence. Et après, on peut se poser des questions. Comment on compose ces relations ? Est-ce qu'on veut exprimer toutes les relations par rapport à la référence ou simplement la relation dominante, par exemple ? Alors, quand on compose des relations, par exemple, on a un objet qui est à l'est d'un autre, et puis un 3e objet qui est au nord, par exemple, du 2e, quelle est la relation entre le premier et le 3e ? Et en fait, on peut voir dans des tables de composition qu'il y a en général plusieurs possibilités. Donc, on ne peut pas forcément raisonner comme ça de manière transitive sur les relations. Et puis, quand on a des formes un petit peu complexes, c'est pas évident. Donc là, la référence, c'est un point. Donc, comment on fait quand c'est un objet, c'est pas évident. Alors, une autre représentation, c'est celle-ci, où l'objet de référence est là. Donc, ça peut être sa boîte englobante, par exemple. Et là, on définit les secteurs de manière un peu différente. Et ensuite, on fait la même chose. Donc là, même chose, si on a des formes un peu complexes, la boîte englobante, elle va être un petit peu trop grossière, en particulier si on a une forte concavité. Et si le 2e objet est dans la concavité, on va avoir beaucoup de mal à trouver une relation pertinente par rapport à l'objet. Mais bon, quand même, c'est un formalisme qui permet de raisonner sur des relations cardinales et de trouver de résoudre des problèmes. Par exemple, si on a des connaissances sur des différentes relations cardinales entre des objets, donc ça fait une sorte de graphe en fait, on peut se poser la question, donc est-ce qu'il y a un modèle, en fait, donc une configuration spatiale concrète qui satisfait en fait les contraintes exprimées dans ce graphe. Donc ça, c'est le genre de problème qu'on peut résoudre. Et là aussi, c'est pas toujours facile. Voilà. Alors, une théorie qui a beaucoup été développée, donc c'est la théorie RCC pour Region Connection Calculus ou pour Randall, Cui et Kohn. Donc, c'est les 3 auteurs du premier papier sur le sujet. Donc, les initiales aussi RCC. Voilà, mais ça a été. Il y a beaucoup d'autres auteurs qui ont travaillé là-dessus. Et là, l'idée, c'est de travailler sur des entités spatiales qui sont complètement abstraites. Donc, on ne se préoccupe pas de comment on représente géométriquement un objet. Donc, c'est juste un symbole dans un langage logique. Donc, ce qui est noté ici X, Y, Z ou ici A et B sur l'exemple. Donc là, j'ai dessiné des disques, mais en fait, c'est n'importe quoi. En fait. Donc, on ne dit rien sur la géométrie des objets ou la forme, etc.
Et on ne fait même pas de référence à des points, en fait. On considère l'objet de base, c'est une entité spatiale. Voilà. Et donc, on va définir un premier prédicat de connexion, et donc avec certaines propriétés qui doivent être symétriques, etc. Et puis, à partir de là, on va définir tout un tas d'autres relations. Donc, par exemple, on va définir, donc tout ça, c'est en logique du premier ordre. Donc, on va définir un prédicat de partie, par exemple, donc dire que X est une partie de Y, si toute entité spatiale Z qui est connectée avec X est aussi connectée avec Y. Et à partir de là, on définit un certain nombre de relations, donc par exemple de déconnexion ici, de connexion externe, donc c'est une sorte d'adjacence, hein, de recouvrement partiel, de partie propre tangente, etc. Et donc toutes ces relations, elles peuvent être exprimées à partir du prédicat de connexion en logique du premier rang. Donc je vais pas toutes les détailler, hein, mais donc on retrouve ici la relation est une partie 2 que j'ai expliqué tout à l'heure. La déconnexion, bah, c'est simplement la négation du prédicat de connexion. Une partie propre, bah, ça veut dire que X est une partie de Y, mais Y n'est pas une partie de X, etc. Donc on a toutes ces relations en fait, qui peuvent être définies. Et donc là, on est dans le langage de la logique du premier ordre, donc on peut raisonner avec tout ça. Et là aussi, se poser des problèmes de satisfiabilité. Par exemple, on a un réseau de contraintes donc, qui exprime des relations spatiales entre des objets. Savoir s'il y a un modèle, en fait, une configuration spatiale concrète qui les vérifie. Se poser des problèmes de combinaison de relations. Donc, la même chose, hein, il y a en général plusieurs relations possibles, ou raisonner dans un treillis. Donc là, on a un treillis en fait, de ces relations spatiales. Donc là, on a les 8 relations de RCC 8. Voilà. Et on peut, par exemple, naviguer dans ce treillis, par exemple, pour aller chercher une relation plus spécifique ou au contraire moins spécifique entre des entités. Voilà. Donc, il y a plein de manières d'exploiter ce treillis. Donc là, on passe vraiment dans le côté algébrique en fait, des treillis pour les exploiter. Voilà. Alors, si on veut parler d'objets qui se déplacent, d'objets en mouvement, par exemple pour interpréter une séquence d'images vidéo, par exemple, on peut combiner en fait cette théorie RCC avec les intervalles d'Allen et dire par exemple pendant tel intervalle de temps on a tel type de relation, pendant tel intervalle de temps on a tel type de relation, et puis on a en plus une relation d'Allen entre les deux intervalles de temps. D'accord ? Et donc ça permet de décrire ce qu'on va voir dans une vidéo, et inversement, à partir d'une formule qui implique à la fois des relations spatiales et des relations temporelles, essayer de voir quelle est la configuration spatio-temporelle qui correspond. Donc là encore, ça va dans les deux sens. Donc là, on a un exemple ici où on a des configurations spatio-temporelles qu'on peut décrire par ces formules-là. Donc une relation de partie de x dans y pendant l'intervalle lien, une relation de recouvrement partiel de x et y pendant i2, etc. Et donc, c'est comme ça décrit en fait le mouvement de x par rapport à y au cours du temps. Et puis, on a les relations entre les intervalles. Et puis, inversement, si on donne cette formule-là, on peut en déduire quelle est l'organisation des intervalles et quelle est l'organisation des objets pendant chacun de ces intervalles. Voilà. Donc, ça, c'est une extension en fait qui combine les deux. Donc, ça commence à être hybride. Et il y a aussi d'autres théories, alors je ne vais pas tout détailler ici, qui essayent d'ajouter des informations sur la forme, donc qui sont complètement absentes de la théorie RCC, et où on va donc essayer d'introduire un peu plus de connaissances sur les entités spatiales elles-mêmes, et donc introduire des aspects géométriques. Voilà, mais je vais pas détailler ça. Voilà. Alors, sur les aspects logiques, il y a eu énormément de travaux sur les logiques spatiales. Et donc, il y a un ouvrage là, qui essaye de les regrouper, bon, qui est déjà un peu ancien, mais où il y a quand même beaucoup de choses. Et
Alors, déjà, il y a des formulations, par exemple, de RCC dans d'autres logiques, par exemple en logique modale, ce qui peut avoir des intérêts pour la décidabilité ou ce genre de choses. Et puis ensuite, il y a, si on reste dans le cadre de la logique modale, il y a plein de travaux qui ont essayé de coder finalement des notions spatiales dans les modalités. Donc les modalités peuvent représenter par exemple de la topologie, des notions métriques, des distances, etc., des notions de voisinage. Et donc on peut faire plein de choses en fait avec ces modalités. Il y a même eu des travaux qui essayent de commencer à introduire des informations numériques. Donc, par exemple, définir un voisinage d'une certaine taille autour d'un objet, d'accord, et dire qu'est-ce que ça veut dire être dans ce voisinage-là, donc soit partout dans ce voisinage ou à au moins un point dans ce voisinage. Mais le problème, c'est qu'il faut fixer ce paramètre. Alors, on peut en avoir plusieurs. Donc, c'est pas encore une complète combinaison entre symbolique et numérique. Voilà, il y a des logiques qui ont été définies en particulier pour les systèmes d'information géographique qui utilisent des logiques donc qui manipulent l'inclusion d'un objet dans un autre, le contact entre des objets, des choses comme ça. Voilà. Et puis là encore, des choses pour introduire un peu plus de géométrie. Bon, c'est juste quelques exemples, je vais pas du tout les détailler, mais il y a beaucoup de travaux en fait pour essayer de définir des logiques spatiales. Voilà, alors sur les approches symboliques, hors logique, il y a plein d'autres choses aussi que je ne vais pas détailler ici, mais je vous montrerai des exemples à la suite quand on va commencer à combiner plusieurs types d'approches. Donc, par exemple, du raisonnement sur des graphes où on va représenter des entités spatiales comme des nœuds d'un graphe, et puis sur les arêtes, on va mettre des relations spatiales, par exemple. Des approches par grammaire, alors là, je ne vais pas montrer d'exemple là-dessus, mais où on a une approche un peu constructive, en fait, de comment sont organisés les objets dans une scène. Des approches par analyse formelle de concepts, où on va associer à des objets des attributs et voir comment ils s'organisent. Des approches par arbre de décision, des problèmes de satisfaction de contraintes. Là, je vous montrerai des exemples, etc. Donc, il y a plein d'autres approches qu'on peut trouver, donc je ne vais pas détailler ici, mais je vous montrerai au fur et à mesure des exemples, comment on les combine entre elles, donc toujours dans cette idée d'IA hybride. Je vais juste vous montrer un exemple d'utilisation concrète de la théorie RCC. Justement, on va faire le lien avec des données concrètes, donc ici des images de télédétection. Et c'est quelque chose qui a été fait par Florence Lebert. Et donc l'idée, c'était d'interpréter une image satellitaire à partir d'un modèle géographique de la scène et essayer de voir si la scène qui était observée correspondait à ce modèle géographique ou pas. Donc le modèle géographique, il est décrit de manière très succincte ici. Donc c'est un village dans une vallée entouré de champs et puis des plateaux avec des forêts, etc. Donc ça, c'est le modèle géographique et qui va être codé par un graphe qui représente les relations spatiales entre les entités, mais aussi d'autres types de relations entre des entités spatiales, donc en particulier des regroupements de régions ou des choses comme ça. Bon, je ne vais pas détailler ça ici, mais on retrouve ici quelques relations de la théorie RCC. Et ensuite, à partir d'une image, l'idée était d'une image satellitaire, l'idée était de détecter un certain nombre de régions dans l'image, de calculer les relations spatiales entre ces deux régions et de voir dans quelle mesure l'ensemble de ces régions satisfait le modèle de vallée. D'accord, donc l'information dans l'image est combinée avec ce graphe de connaissances donc, et les relations spatiales, et ça va permettre à la fois d'identifier chaque région,
D'accord? Donc, par exemple, le village, la forêt, etc. Donc, ça combine les informations d'image et les relations spatiales. Et ensuite, vérifier que l'ensemble de tout ça vérifie le modèle géographique après. Donc, on voit comment ces combinaisons de méthodes ici permettent justement d'avoir un lien entre le modèle et l'image. Et donc, ils vont permettre finalement d'expliquer pourquoi cette image est une observation d'une scène de village dans une vallée. Parce que ça satisfait un certain modèle. Question, désolé, vous pouvez parler. Oui, Du coup, là, l'idée, c'est qu'on va remplacer l'image par des logiques spatiales, avec des RCC, avec des intervalles ALEN. Et puis, comment est-ce que vous faites pour identifier à partir de ces encodages? Est-ce que vous utilisez la logique spatiale que vous avez présentée de ce précédemment? Là, c'est surtout RCC qui est utilisé ici. Oui. Et puis, le graphe qui montre comment les différentes entités sont organisées. Donc, c'est un peu plus que RCC, en fait, parce qu'il y a d'autres types de relations, des groupes de régions, etc. Mais, et l'idée, c'est qu'on remplace tous les pixels par une image pixel. Avec des pixels, on va remplacer par les relations RCC, par exemple. Alors, en fait, on passe des pixels à des régions. Donc, chaque région devient une entité spatiale. D'accord ? Et les informations qui viennent dans l'image permettent de dire si c'est de la forêt ou des choses comme ça, parce qu'on va avoir un peu caractéristique ou une texture caractéristique. Et ensuite, on va calculer entre ces régions les relations spatiales, ou entre des groupes de régions et d'autres régions, etc. Et ensuite, on va voir si cette organisation spatiale suit le modèle géographique qu'on veut. C'est ça le. Ok, et après, ce sont des informations complémentaires. Il y avait quelques questions. On a quelques questions. Ouais. En fait, il y a Catherine qui demande qu'elle aurait aimé avoir un peu plus d'informations sur les raisonneurs disponibles capables de faire le raisonnement spatial. Sur les raisonneurs. Si tu as prévu ça dans ton. Non. Après, il y a les raisonneurs classiques en logique qu'on doit pouvoir utiliser. Mais ça, je ne connais pas trop cette partie. Sinon, dans les exemples que je vais montrer, ça va être plutôt des systèmes de navigation dans des graphes, de satisfaction de contraintes, des navigations dans des traits de concept ou des choses comme ça. Mais, il y en a un qui parle de MIT, je ne sais pas si tu... Je ne connais pas, non. Ça semble être un raisonneur en fait avec la description de type RCC. Non, une autre question, c'est les logiques spatiales peuvent-elles être inférées par le système via cela nécessite d'un savoir expert a priori? Pour résoudre un problème concret. Présume, c'est ça, oui. Une fois qu'on a représenté, est-ce qu'on a nécessairement besoin d'un expert, d'un savoir expert en fait a priori? Oui, il faut remplir la base de connaissances quand même. Alors après, il y a des gens qui essayent d'apprendre en fait les connaissances à partir de plein d'exemples ou des choses comme ça, mais sinon oui, c'est remplir la base de connaissances avec un expert. Soit on arrive à l'apprendre, soit il faut un expert. Bon. Voilà, les gens qui posent des questions avaient bien compris que j'arrivais à la transition avec la deuxième partie. Oui, c'est juste une petite question. Du coup, quand vous expliquez que vous passez de l'image à l'ensemble des relations entre régions, est-ce que du coup tout ce processus est automatisé, peut-être automatisé, le fait de transformer l'image en région? Alors, ça dépend un petit peu des applications. Trouver des régions un peu plus homogènes dans des images, ça, c'est plein de méthodes pour le faire. En revanche, trouver des régions qui soient des objets avec une sémantique, ça, c'est beaucoup plus difficile. Ça, c'est beaucoup plus difficile et je vous montrerai tout à l'heure des exemples où on essaye de faire justement cette segmentation en régions et la reconnaissance en même temps pour être sûr que les régions ont un sens. Et justement, la partie trouver les relations RCC entre les régions, ça peut être automatisé. Oui, c'est un calcul en fait.
Donc, savoir, par exemple, on a 2 régions, savoir si elles sont adjacentes, si elles se recoupent. Ça, c'est tout à fait. Voilà, pas d'autres questions. Donc, j'arrive à la deuxième partie. Donc, où je vais rajouter en fait une couche de morphologie mathématique pour justement essayer de modéliser un petit peu toutes ces relations, ces relations spatiales. Et pourquoi la morphologie mathématique? J'expliquerai dans un instant ce que ça veut dire. Parce qu'en fait, il y a plein de relations qu'on peut exprimer en termes de morphologie mathématique et donc en termes algébriques, qui va être assez commode, en fait, en particulier quand on va vouloir rajouter de la précision, etc. Et donc, c'est le cas pour des relations ensemblistes, pour des relations topologiques, pour des distances, pour des relations directionnelles, etc. Je crois que j'ai un exemple. Non, je vous montrerai après. Voilà. Et donc voilà, nous, l'intérêt d'utiliser ce formalisme. Un autre intérêt, c'est qu'en fait, la morphologie mathématique, c'est quelque chose qu'on peut appliquer dans plein de contextes différents. Donc, à partir du moment où on est capable de définir une structure de treillis, en fait, sur les objets mathématiques qu'on manipule. Donc, on peut l'appliquer sur des ensembles flous, sur des graphes, en logique aussi, etc. Donc, c'est un outil un petit peu structurant en fait de ce que je vais raconter dans la suite. Alors, pourquoi les treillis c'est intéressant? Parce que c'est des structures qu'on retrouve dans plein de domaines du traitement de l'information en général. Et donc, en gros, c'est essayer de munir des objets mathématiques d'une relation d'ordre partielle où on peut calculer des sup, des inf, etc. Et derrière, il y a tout un appareil algébrique pour raisonner là-dessus qui est assez puissant. Et donc, je ne vais peut-être pas détailler, mais dans plein de domaines, on retrouve ces structures de treillis. Voilà, donc c'est vraiment quand on veut traiter des informations de manière algébrique, c'est vraiment un cadre assez pratique et commun à plein de formalismes. Voilà. C'est pour ça que je parlais de treillis à plusieurs moments. Voilà, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que ça nous éloignerait un petit peu trop. Et donc, pourquoi la morphologie mathématique? Donc, c'est une théorie qui a été énormément développée pour l'analyse d'images et qui, justement, a donc, en tout cas, pour une partie, donc, quand on traite d'opérations déterministes croissantes, donc il y a qui se définit dans des treillis, en particulier des treillis complets. Et donc, imaginons qu'on ait un treillis, donc de n'importe quoi. Donc, on a des objets mathématiques, une relation d'ordre partiel. On est capable de définir un inf, un sup pour n'importe quelle famille d'éléments du treillis. Et on va définir des opérations de base qu'on appelle dilatation et érosion, comme des opérations qui commutent avec le sup et l'inf du treillis. Donc, c'est des définitions assez abstraites, mais qui font que du coup, on peut les instancier dans plein de structures de treillis différentes. Et ensuite, on peut les rendre un petit peu plus concrètes en donnant des formes particulières en fait, à ces opérations. Et quelque chose qui va nous intéresser pour le raisonnement spatial, c'est les formes de ces opérations. Donc, bon, là, j'en cite 2, mais après, il y a tout. Voilà, il y a toute une caisse à outils derrière. Mais voilà. Ce qui va nous intéresser, c'est des opérations qui sont définies à partir d'un élément du treillis particulier qu'on appelle un élément structurant et qui va nous définir finalement, quand on est dans l'espace, une sorte de contexte spatial local dans lequel on va analyser en fait, ce qui se passe dans l'image. Alors, si on regarde le treillis des ensembles, donc avec des images binaires, par exemple, donc on a des ensembles qui sont les points blancs ici, et puis le complémentaire qui est en noir. Donc, on peut définir sur ces espaces un treillis, donc ça va être l'ensemble des parties, en fait, de l'espace, et puis la relation d'ordre, ça va être simplement la relation d'inclusion. Donc, on est sur un treillis très simple de parties d'un ensemble. Et on va définir donc, cet élément structurant comme un sous-ensemble de l'espace. Donc, par exemple, cette petite chose-là, voilà,
qui nous définit une petite région où on va faire des calculs. En fait. Et on définit à ce moment-là les dilatations et les érosions, donc ces opérations-là, comme l'ensemble des points de l'espace pour la dilatation, tels que si on balade cet élément structurant un peu partout sur l'image, donc avec des translations, on va garder les points pour lesquels l'élément structurant placé à cette position-là intersecte les objets qu'on a dans l'image. Et pour l'érosion, on ne va garder que les points pour lesquels l'élément structurant, donc positionné à chacun de ces points, est inclus dans les objets de l'image. Et donc, là, on voit pourquoi on appelle ça dilatation et érosion, parce que la dilatation, elle va avoir pour effet d'agrandir en quelque sorte les objets et l'érosion de les réduire. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple très simple, mais on peut définir des choses similaires dans d'autres types de treillis. Donc, par exemple, définir des éléments structurants dans un graphe, comme par exemple les nœuds voisins, donc reliés par une arête au nœud qu'on considère, par exemple. Alors, dans ce cas, le voisinage n'aura pas forcément la même forme partout si le graphe n'a pas une topologie uniforme. Mais alors que là, l'élément structurant, c'est le même qu'on transfère partout, mais l'idée est vraiment la même. Si on veut appliquer ça en logique, par exemple, on peut considérer qu'un élément structurant, donc si on raisonne en sémantique, ça va être des mondes, par exemple, qui sont en relation avec le monde donné où on est en train de raisonner. Voilà. Donc, tout ça s'étend très facilement dans plein de treillis. Et en fait, c'est deux opérations qui permettent d'en définir tout un tas d'autres, mais que je ne vais pas détailler parce qu'en fait, ici, on va surtout utiliser les dilatations. Et l'idée pour définir des relations spatiales, ça va être de coder la sémantique de la relation dans cette idée d'éléments structurants. Je vais expliquer après comment on peut faire ça. Alors, dans les relations spatiales qui nous intéressent, elles ne s'expriment pas toutes naturellement de manière algébrique. Donc, par exemple, une distance, ce n'est pas une écriture naturellement algébrique, mais en fait, le lien avec la morphologie mathématique permet de se ramener au cadre algébrique. Et ça va être intéressant. Donc, par exemple, si on regarde, je donne juste l'exemple des distances, mais pour d'autres opérations, on va voir la même chose. On a deux objets ici, et on peut voir que si on dilate l'objet bleu ici, jusqu'à ce juste au moment où il intersecte l'objet jaune, eh bien la taille de l'élément structurant qu'il faut pour arriver à ça, donc pour dilater l'objet, c'est exactement la distance minimum entre les deux objets. Et si on dilate avec un élément structurant plus grand, jusqu'à ce que le dilaté englobe complètement l'autre objet, là, la taille de l'élément structurant qu'il faut pour faire ça, c'est la distance de Hausdorff entre les deux objets. Et donc, on a un lien comme ça entre des distances, certaines distances, entre objets et des dilatations. Et donc, on passe de calculs très métriques, etc., de formes analytiques, à une formulation algébrique en fait, de la distance. Et ça va être intéressant en particulier pour rajouter du flou dessus et rendre les choses, traiter des objets imprécis ou des distances imprécises. Voilà. Alors, je reviendrai à ça un petit peu plus tard et je vais juste parler un petit peu revenir un petit peu au cadre logique. Et en fait, des choses qu'on a faites avec plusieurs auteurs sur comment faire de la morphologie mathématique sur de la logique, sur des formules logiques. Alors, si on est en logique propositionnelle, c'est extrêmement simple. On va considérer travailler en sémantique en fait sur l'ensemble des modèles d'une formule et donc on va être finalement dans un treillis de parties d'ensemble comme dans le cas de l'image binaire que j'ai montré tout à l'heure et on va définir un élément structurant par exemple comme des relations entre des mondes, par exemple une relation de distance entre des mondes. Et donc on peut par exemple si on considère ici l'ensemble des mondes, voilà, qui sont représentés ici dans l'espace. On va pouvoir calculer, par exemple, pour une formule ou un ensemble de formules, donc quels sont les mondes qui vérifient cette formule, et puis ordonner tous les mondes par des érosions ou des dilatations successives.
Donc, on va avoir une espèce de stratification, en fait, des ensembles de mondes en fonction de leur distance à la formule ici, et qui peut être calculée très simplement par des érosions et des dilatations. Voilà, donc en logique propositionnelle, c'est très simple, mais on peut faire ça dans d'autres logiques aussi. Donc, c'est un petit peu plus, ça peut être un peu plus compliqué, mais voilà. Et alors, pourquoi ça va être intéressant pour notre problème de raisonnement et d'explicabilité, c'est que, en fait, c'est cette stratification des mondes, ça va permettre de résoudre des problèmes assez classiques en IA, de révision, de fusion et de raisonnement par abduction, donc justement de recherche d'explication. Donc là, c'est un petit exemple sur la fusion. Imaginons qu'on ait les mondes ici d'une formule qui représente par exemple les préférences d'un individu, les mondes ici les modèles ici d'une formule qui représente les préférences d'un autre individu, et puis on essaye de fusionner ces préférences. Et ça peut se faire en dilatant les deux ensembles de préférences jusqu'à ce qu'il y ait un consensus, en fait. Donc jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de consistant. Et on peut faire ça à différentes vitesses, éventuellement. Donc, par exemple, modéliser le fait que y en a un des deux qui est têtu, et puis l'autre qui est beaucoup plus souple, et donc qui va accepter de se dilater plus vite. Voilà. Bon, je ne vais pas détailler ça, parce que c'est un petit peu hors sujet ici. Mais voilà, ce qui est le plus intéressant, c'est ça, c'est rechercher des explications. Et alors là, c'est l'érosion qu'on va utiliser cette fois. Donc, imaginons qu'on ait une théorie ici. Donc là aussi, on représente l'ensemble des mondes qui satisfont la théorie. Et puis, une observation, d'accord, avec l'ensemble des modèles de l'observation ici. Et ce qu'on va chercher comme explication, c'est quelque chose qui est le plus central possible dans la théorie, qui permet d'expliquer l'observation. Et donc, l'idée, ça va être d'éroder en fait cette théorie tant qu'elle reste consistante avec l'observation et chercher ensuite les explications là-dedans. Voilà. Donc, ça, c'est une méthode pour faire ça. Donc là, on est en plein dans l'IA explicable. Donc, voilà, qui est un vieux truc. Ça date de Peirce, je ne sais pas quoi, le raisonnement par adduction. Donc, c'est le 19e siècle. Donc, on parle beaucoup d'explicabilité maintenant, mais en fait, c'est le 19e siècle. La formalisme. Voilà. Et donc voilà, donc on va chercher quelles sont les formules qu'on peut rajouter à la théorie pour expliquer l'observation. Et on fait ça donc en érodant donc, la théorie ou la conjonction de la théorie et de l'observation. Et en fait, on peut faire ça en vérifiant un certain nombre de postulats donc, qui avait été posé par Ramon Pérez et Carlos Ospitadelli. Et cette manière concrète en fait, de trouver des explications vérifie ces postulats. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant avec ces opérations de dilatation et d'érosion, c'est qu'on a finalement un algorithme, donc, et quelque chose de une manière concrète en fait, de trouver des explications ou des réponses à des problèmes de fusion, de révision, etc., qui satisfont un certain nombre de postulats qui sont assez communément admis. Évidemment, ce n'est que des exemples de solutions, mais voilà. Et cette idée d'éléments structurants, donc pour faire ces érosions, elle va permettre, donc, en choisissant l'élément structurant de manière adéquate, d'avoir des explications qui vont être plutôt des disjonctions d'hypothèses, ou au contraire des conjonctions d'hypothèses, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant et qui vont répondre à des questions de minimalité en fait, d'une explication suivant donc il peut prendre différentes formes suivant le contexte et l'application. Voilà, alors il y a un certain nombre de choses qui a été étendu à d'autres logiques. Donc, je vais pas détailler ici, mais voilà, on n'est pas cantonné à la logique propositionnelle. On peut aller dans d'autres logiques. Alors, quel est le lien donc, avec le raisonnement spatial maintenant? Donc là, je vais montrer un exemple d'explication
hors raisonnement spatial, mais pour le raisonnement spatial, on a aussi des liens. Et donc, par exemple, on peut exprimer certaines des relations RCC que j'ai montrées tout à l'heure avec des opérations morphologiques qu'on va interpréter comme des modalités. Donc, on passe en logique modale, là, cette fois, et on va interpréter donc, les opérateurs de nécessité et de possibilité comme une érosion et une dilatation. Et ce qui est intéressant, et donc il y a des conséquences algorithmiques en fait surtout, c'est qu'on peut exprimer des relations de RCC de manière très simple à partir de ces opérateurs. Donc par exemple, si on a un objet, une entité spatiale ici, qui est une partie propre tangentielle d'une autre, eh bien on peut retrouver ça simplement en disant que donc ça doit être une partie propre, mais que dès qu'on dilate cet objet-là, eh bien, il va sortir en fait, de l'autre. Donc, ça ne sera plus une partie. Donc, c'est vraiment une manière très simple d'exprimer cette notion. Et il y a plein d'autres relations comme ça qu'on peut exprimer, donc en passant en logique modale, en interprétant les modalités comme des érosions et des dilatations élémentaires. Donc, ça donne des écritures finalement beaucoup plus simples en fait, de certaines relations. Et puis, des outils algorithmiques pour les calculer, parce que voilà, calculer les dilatations et les érosions, c'est des choses qui sont faciles à faire. Voilà. Qu'est-ce que je... Oui, donc dans toutes ces méthodes logiques, juste pour conclure sur ces aspects-là, il y a... Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir d'un côté un formalisme qui peut être plus ou moins abstrait, hein, plus ou moins les théories, être capable de faire le lien avec des données. Donc, une des difficultés, ça va être de trouver le compromis entre l'expressivité et la complexité, bon, assez classique hein, dans les approches logiques. Et donc, en gros, plus on met de choses dans le langage, plus on va être capable de représenter des situations différentes, mais plus ça va être complexe à calculer, raisonner dessus, etc. Et puis, inversement, si on a un langage moins expressif, ça va être beaucoup plus facile, mais on représente que des situations qui vont être limitées ou un peu simples, etc. Voilà. Alors, le côté hybride, dans ce que j'ai dit jusque-là, on retrouve en associant, par exemple, des outils logiques et des régions de l'espace, par exemple, pour l'interprétation de l'image. Et dans l'exemple que je vous ai montré de Florence Lebert, c'est un moyen de faire le lien en fait, entre un modèle et une image, et donc qui va contribuer à l'explicabilité dans le sens où on est capable de dire pourquoi telle ou telle région, pourquoi l'ensemble de la scène est interprété comme un modèle de village dans une vallée, parce qu'on a reconnu certaines relations entre des régions et des choses comme ça. Donc on est capable de dire pourquoi en fait on a cette interprétation. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes pour l'explicabilité et qu'on va retrouver dans les exemples suivants. Voilà, donc maintenant, on va passer à la troisième partie où donc je vous ai beaucoup parlé de la précision, de l'intérêt des ensembles flous, etc. Et donc maintenant, on va rentrer dans le cœur de ce sujet-là et voir comment, là encore, on peut faire des modèles hybrides qui combinent des modèles flous avec d'autres approches. On avait prévu la pause 10h30. Après ça, comment tu veux gérer ça? Ah, tu veux dire c'est peut-être mieux de la faire. On peut déjà voir s'il y a quelques questions. Et puis peut-être faire effectivement la pause maintenant plutôt que de commencer une partie et de l'interrompre au milieu. Oui, d'accord. Très bien. Donc, on peut revoir déjà s'il y a quelques questions là. Et puis, est-ce que vous avez un a priori sur les logiques qui est appliquées par rapport à chaque cas d'usage? Vous avez parlé de logique du premier ordre, propositionnelle. Est-ce que vous avez une méthode pour, avant d'attaquer le problème, ça va être tel genre d'expressivité, complexité? Je crois que c'est un peu ad hoc. Ouais. Okay. Mais quand on ajoute d'autres symboles, on peut
on peut aussi considérer que c'est du premier ordre. Donc, parce que pour les logiques du premier ordre, il y a des symboles précis. Donc, quand on ajoute d'autres symboles, c'est plus de la logique du premier ordre, non? Il y a quand même tout ce qu'on peut faire avec des prédicats et des choses comme ça, où on peut quand même mettre pas mal de choses là-dedans. Donc, on reste dans la logique, dans la même logique. Sur le chat, il n'y a pas d'autres. Donc, pour l'instant, non. Oui, je ne les vois pas. Oui, pardon. Du coup, la logique, je ne sais pas comment ça se dit, la modalité, lorsqu'on traduit les propriétés spatiales dans la logique modale, du coup, ça nous permettant à expliquer a posteriori, c'est après qu'on a pris certaines décisions, ou est-ce que c'est en même temps, ça va inférer dans la partie, dans le moment d'inférence? Ça peut être dans les deux sens, en fait. On peut se servir de la logique, etc., pour essayer d'identifier, en fait, si certaines relations sont satisfaites, par exemple, entre des régions ou des choses comme ça, et puis s'en servir ensuite pour l'inférence, sans forcément tout recalculer. Et puis, inversement, si on a calculé certaines relations entre des régions dans l'image, voir si ça correspond à un modèle ou des choses comme ça qu'on aurait d'une scène, quoi. Donc, en fait, là, les modèles, ils vont servir à guider l'interprétation de l'image et, inversement, à expliquer ce qu'on a dans l'image. Ça peut vraiment aller dans les deux sens. Pour moi, ça serait plutôt comment définir les modèles de scène. C'est-à-dire, est-ce que ces modèles sont préalablement... C'est un peu la question de tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un expert qui... voilà. Dans la plupart des exemples que je vais montrer à la fin, là, les modèles, ils sont définis avec des experts, par exemple pour l'anatomie, où en fait on s'inspire de la manière dont des médecins, par exemple, vont interpréter une image. Bien, finalement, on essaie de leur faire dire ce qu'ils utilisent et c'est ça qu'on va mettre dans la base de connaissances. Ouais. Après, ça peut être déduit. Bon, il y a par exemple des ontologies qui existent dans le domaine médical ou dans plein d'autres domaines où il y a déjà des ontologies qui sont déjà peuplées de plein de choses. Donc, on peut déjà utiliser ça, rajouter éventuellement des relations spatiales quand elles ne sont pas dedans, etc. Mais dans les exemples que j'ai montrés, on s'appuie soit sur des modèles qui existent, donc par exemple des puits d'ontologie, et puis on rajoute des choses en discutant avec les médecins pour certaines applications. Après, il y a pas mal d'approches en fait, qui essayent par exemple de peupler une ontologie de manière automatique à partir de plein d'exemples ou des choses comme ça. Voilà. Alors là, je n'ai pas d'exemple là-dessus, mais ça existe aussi, ce genre de... Une autre question, s'il vous plaît. De manière purement visuelle, est-ce que c'est possible de visualiser ce genre d'explications? Lorsqu'on a des explications avec le raisonnement spatial, oui. Avec ce raisonnement spatial, par exemple, on trouve dans le cas de classification de l'image, il y a des techniques de... Pour dire, par exemple, quelle zone de l'image est active, etc. Oui. Là, ça serait plutôt dans le langage initial où on décrirait les explications. Où on peut, par exemple, je vous montrerai un exemple où on peut dire, par exemple, on a reconnu tel et tel objet, telle scène, etc. Et puis, on peut dire, voilà, quelles ont été, par exemple, les parties de la base de connaissances qui ont été utilisées, quelle relation spatiale, par exemple, etc. Et c'est ça qui explique pourquoi on a reconnu tel ou tel objet. Voilà. Mais c'est pas visualisé au sens où on va montrer des régions sur l'image. Oui, S'il y a d'autres questions dans la salle. En ligne, ça a l'air bon. Sinon, il y a une question de Nicolas Schwint. Il me semble que les notions de dilatation et d'érosion sont fortement basées sur une notion de voisinage, comme le grand BX. Existe-t-il des axiomatisations de la notion de voisinage indépendamment du domaine?
Alors, bon, déjà, oui, l'utilisation des éléments structurants, c'est une partie de la morphologie mathématique, ce n'est pas tout qui repose sur les éléments structurants. Mais effectivement, l'interprétation naturelle, c'est les voisinages. Et une axiomatisation, je ne sais pas si ça existe, non? Ok. Pas de questions, peut-être on s'arrête là.